Renée Drey-Bensoussan vous présente un parcours de femme. Bonjour chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui a, comme beaucoup de ces femmes juives, un destin très marquant. Elle s'appelle Sophie Schwark ou Schwartz. Elle est née Zisla Chamonix. Elle est née en 1905 et elle meurt en 1999. C'est une militante de la direction de la MOI main-d'œuvre immigrée. Qui est-elle, Sophie Schwartz? Elle est née à Lodz, qui fait encore partie de l'Empire russe en décembre 1905. Dans une famille juive, elle appartient à une génération de révoltés, en rupture avec le milieu familial. Une rupture qui s'amorce dès l'école où elle apprend le polonais qu'elle parle à la maison avec ses frères. Son père en est furieux. Étonne, je ne veux pas entendre à la maison la langue des concierges. En 1935, Sophie Schwartz est l'une des fondatrices du mouvement des femmes juives contre le fascisme et la guerre, dont l'une des missions consiste, lors de la guerre d'Espagne, à emporter une aide aux épouses de ceux qui se combattent au sein des brigades internationales. Et il faut signaler au passage le rôle extrêmement important des femmes juives dans les brigades internationales en Espagne. Prenant conscience de la très grande difficulté dans laquelle se trouvent les femmes qui élèvent seules leurs enfants, elles fondent également, avec Hélène Provaucher, un pensionnat pour enfants de 3 à 6 ans. Ce pensionnat ferme au début de la guerre et Sophie développe dans le contexte de la drôle de guerre de nouvelles activités d'entraide à l'égard des femmes au sein de l'organisation Les Femmes Réunies, qui apportait son aide aux femmes juives dont les maris étaient mobilisés. Elle fréquente également le rabbin de la communauté pour apprendre les prières, comme le veut la tradition et le destin des filles en milieu ashkénaze. À 15 ans, elle rejoint une association de jeunes Polonais qui vient de créer une école. Ils y côtoient des œuvres fondamentales de la culture allemande et celle du marxisme. Elle a 17 ans quand elle s'inscrit au Parti communiste. Emprisonnée, puis relâchée comme beaucoup de ces filles juives en rupture avec leur milieu, elle veut ménager ses parents. Donc, elle choisit de s'exiler en Hollande. Pourquoi ce pays? Parce qu'on y a besoin de bonnes. Elle commence par cet emploi, puis finit par aller en Belgique pour travailler en usine. C'est là qu'elle rencontre son futur mari, Lézer Michnik. Il œuvre dans le syndicat des ouvriers du cuir. Sophie le retrouvera en France, et là encore après un détour par le Luxembourg. Alors, pourquoi avoir choisi cette femme? Elle nous donne à voir le parcours très compliqué d'un membre important de la MOI. En effet, elle fait partie de la direction de la MOI en zone nord depuis 1942. C'est aussi, d'après l'historienne Annette Wieworka et le musée de la Résistance, l'une des 2 femmes avec Techla Tenenbaum qui, en septembre 1940, fonde le mouvement Solidarité chargé de reconstruire, dans la clandestinité, les différentes associations d'entraide liées à la section juive de la MOI. Sophie est plus particulièrement chargée au sein du mouvement du groupe technique qui doit réaliser avec une vingtaine de machines très rudimentaires l'impression du journal Unser Wort et les tracts en yiddish et en français.
Elle anime également l'Union des femmes juives qui se reconstituent dans la clandestinité pour organiser des collectes afin d'aider celles qui se trouvent privées de leur mari, arrêtés ou prisonniers. Son époux, Leiser Misnik, est arrêté lors de rafles organisées par les Allemands le 21 août 1941 dans la communauté des Juifs étrangers habitant le 11e arrondissement. Après avoir été interné à Drancy, il est déporté à Auschwitz en août 1942 où il est gazé à son arrivée. Cette même année, en 1942, Sophie intègre le comité directeur de la MOI en zone nord. Elle a pour mission de mobiliser les femmes dans le cadre d'actions destinées à dénoncer les persécutions dont sont victimes les Juifs en France. Sophie organise notamment des manifestations de femmes devant les locaux de l'UGIF ou devant certaines administrations pour demander la libération des enfants, des femmes et des malades qui ont été arrêtés. À partir de la rafle du Veldiv, elle s'occupe surtout de prendre en charge les enfants qui ont pu être cachés pour échapper aux arrestations afin de les envoyer à la campagne dans des milieux non juifs. Repérée du fait de ses responsabilités au sein de la mode par les brigades spéciales, elle figure dans les rapports de police sous le nom de Bécassine. Sophie doit quitter Paris, se réfugier en octobre 1943 à Lyon, où elle intègre la direction des mouvements juifs de la zone sud qui ont fusionné au sein de l'UGRE. Elle multiplie les liaisons avec les différents comités et groupes de combat disséminés dans la région lyonnaise et continue à participer aux différentes activités de sauvetage des enfants. Elle est, à la fin de l'occupation, promue lieutenant au sein des FTT MOI du fait de ses responsabilités dans l'organisation. À la fin de la guerre, Sophie poursuit à Lyon ses activités d'entraide au sein de l'UJRE, dont elle est une des responsables. En 1946, elle quitte Lyon pour prendre la direction du comité de l'enfance à Paris jusqu'en 1950. Elle choisit ensuite de retourner en Pologne, où elle vivra 18 ans avant de revenir en France en 1968, alors que la guerre des 6 jours a provoqué un regain d'antisémitisme dans ce pays. Sophie est alors décédée à Boulogne-Billancourt en 1999. Alors, que retenir de ce destin assez étrange ? Sophie œuvre à la presse clandestine utilisant une vingtaine de machines rudimentaires pour l'impression du journal en yiddish Unser Wort et des tracts. Son époux Misnik, arrêté en 1941, est gazé. Quant à elle, elle est hospitalisée, ce que tous ignorent, c'est ainsi qu'elle en réchappera. Dans l'organisation, les pertes sont sévères. En février 1943, avec d'autres femmes, Sophie organise l'évasion d'une 60aine d'enfants. Ces derniers se trouvaient dans un foyer de l'UGIF, rue Lamarck, où ils avaient été placés après la déportation de leurs parents. On peut retenir que c'est le même schéma que celui des enfants de la Verdière à Marseille, avec une différence remarquable. À Paris, ils furent sauvés, à Marseille, ils furent raflés. Après la guerre, Sophie est responsable de la commission centrale de l'enfance, dépendant des communistes juifs chargés des maisons d'enfants et des colonies de vacances. Elle est membre également de l'UGRE, elle finit par retourner en Pologne. En 1942, elle intègre le comité directeur de la MOI en zone nord. Elle a pour mission de mobiliser les femmes dans le cadre d'actions destinées à dénoncer les persécutions dont sont victimes les Juifs en France. Elle organise notamment des manifestations de femmes devant les locaux de l'UGIF ou devant certaines administrations pour demander la libération des enfants avant de prendre en charge les enfants qui ont pu être cachés pour échapper aux arrestations.
Repérée de ce fait de ses responsabilités par les brigades spéciales, je rappelle qu'on l'appelle alors Bécassine, Sophie doit quitter Paris et se réfugier à Lyon, où elle intègre les mouvements juifs de la zone sud. Elle multiplie les liaisons avec les différents comités et à la fin de l'occupation, elle est lieutenant au sein des FTP Moy du fait de ses responsabilités. À la fin de la guerre, Sophie poursuit ses activités à Lyon et en 1946, elle quitte Lyon pour prendre la direction du comité de l'enfance à Paris jusqu'en 1950. Et alors, extraordinaire, elle choisit de retourner en Pologne où elle vivra encore 18 ans avant de revenir en France alors que la guerre des 6 jours a provoqué un regain d'antisémitisme. Et c'est à Paris qu'elle meurt, à Boulogne-Billancourt en 1999.